que c'est l'un des rares sujets où on est amené à parler de soi-même, enfin de nous-mêmes, hein, collectivement. Quand on parle de l'évolution des cloportes, ça choque personne dans une salle de cours. Quand on parle de l'évolution de l'homme, il y a d'autres enjeux qui interviennent. Au-delà de la science, c'est les enjeux sociétaux, religieux, épistémologiques, où on peut avoir une certaine friction avec certains auteurs, avec certains élèves, avec certains parents. Et de fait, c'est important d'être au courant de ce que l'on sait vraiment en tant que scientifique, de ce que l'on ne sait pas, et puis de pouvoir en parler avec les arguments qui vont bien. D'autre part, les grandes questions qu'on va aborder ensemble, c'est finalement ces hominidés, ces hominiens, on va voir un peu où est-ce qu'on se situe, hein, où est-ce qu'ils apparaissent, quand est-ce qu'ils apparaissent. Pour notre propre genre, le genre Homo, quand est-ce qu'il a émergé, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, quelle est son ancestralité, et puis si dans le genre Homo on continue à se focaliser sur nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément la bonne démarche, mais à un moment ou à un autre il va falloir l'aborder, c'est l'origine de notre propre espèce, c'est-à-dire Homo sapiens. Et puis, comme je vous le disais, les apports des nouvelles technologies ont beaucoup modifié la paléoanthropologie. Eh bien, c'est le domaine moléculaire qui a le plus révolutionné la paléoanthropologie ces dernières années, et c'est aussi là-dessus que je me focaliserai à la fin de cette présentation. Voilà, alors on va simplement, avant de commencer à parler de l'évolution de l'homme, le resituer dans un cadre un peu plus vaste, qui est celui des primates, donc un ordre de mammifères que vous connaissez certainement. Alors c'est un arbre phylogénétique qui est très simplifié, hein, c'est vraiment du décoffrage, brut de décoffrage, où on retrouve les lémures, les tarsiers, et puis après une grande division qui est celle qui sépare les platyrrhiniens, donc les singes du Nouveau Monde, avec les cathariniens, donc les singes de l'Ancien Monde, hein, Afrique, Europe et Asie. Et au sein de ces singes de l'Ancien Monde, de ces cathariniens, on va trouver les singes à queue, comme les cercopithécoïdes, hein, tous les cercopithèques par exemple, les babouins. Et puis après, un groupe sur lequel on reviendra qui sont caractérisés, vous voyez, hein, ce sont des singes sans queue. C'est les fameux grands singes, comme on le dit en français. Les Anglais ont deux mots pour ça, hein, il y a les monkeys d'un côté et les apes de l'autre. Et bien en français, c'est singes et grands singes, qui sont les singes qu'on va appeler les hominoïdes. Alors je vais revenir sur ces notions-là. Je profite d'avoir un arbre phylogénétique à l'écran pour attirer votre attention sur un peu d'épistémologie et puis de sciences de l'évolution. Quand on part du lémur et qu'on met l'homme à l'extrémité droite, dans notre culture en tout cas, on a l'habitude de lire de gauche à droite et on a une progression évolutive ici. On a l'impression d'une progression évolutive, ce qui n'est évidemment pas le cas. Un lémur est tout aussi éloigné de notre ancêtre commun que nous. Donc, si vous avez l'occasion, dans vos présentations, ne faites pas comme moi, faites plutôt comme ceci. Vous avez le droit de pivoter les branches. Ça ne change rien aux relations de parenté. La topologie est respectée. Par contre, on a l'homme coincé entre un chimpanzé et un gélada, et ça va très bien. Et ça, c'est important pour s'extraire un petit peu de l'échelle des êtres vivants ou d'Aristote. Hein. On a encore cet héritage de l'Antiquité. Si on peut s'en débarrasser un petit peu dans les mentalités, c'est pas plus mal. On ne brouille pas les cartes, hein. On ne fait simplement que attirer l'attention des auditeurs sur ce point-là. Alors, dans la classification, vous avez aussi, je vous ai parlé de l'origine et l'émergence des hominidés. Il faut que je définisse ce terme. Vous avez un grand groupe ici qui est celui des hominoïdes, les fameux singes sans queue, les grands singes. Et dans toutes les classifications qui existent, je vais essayer de coller à celle qui est normalement dans les ouvrages scolaires, qui est celle aussi proposée dans les ouvrages de Lecointre, Le Guyader, etc. On va garder les gibbons dans leur propre famille, les orang-outans dans leur propre famille, et puis définir le groupe des hominidés, la famille des hominidés, comme étant le groupe qui rassemble le gorille, les espèces de chimpanzés, et puis toute la lignée humaine. Autrement dit, quand on va parler des hominidés, on va parler de cet ensemble-là. Alors, ça déjà, ça peut être un problème en soi, parce que quand on dit qui est le plus vieil hominidé, il va falloir trouver l'ancêtre commun à ces trois grands groupes. C'est pas forcément le nôtre, on verra, c'est un peu débattu. Sachez simplement que dans la littérature, certains auteurs restreignent la famille des hominidés à notre propre rameau, d'où la confusion. Alors cette confusion, elle est due au fait des auteurs qui ne sont pas d'accord entre eux,
parce qu'il n'y a rien qui définit ce que c'est qu'une famille dans la classification. Et puis d'autre part, vous le verrez, c'est que finalement, les plus anciens représentants de ce grand groupe des hominidés, il se trouve que ce sont des représentants du rameau humain. Donc le plus vieil hominidé, il y a des chances que ça soit aussi le plus vieil hominien. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais ici, pour ce qui concerne le reste de la présentation, on va parler du rameau humain, c'est-à-dire de tout ce qui est plus proche de l'homme que du chimpanzé ou des espèces de chimpanzés qu'on connaît aujourd'hui. Donc on les appelle le rameau humain, les hominiens, la lignée humaine, le rameau humain, les êtres humains, comme bon vous semble. En tout cas, sachez que la nomenclature, d'un point de vue purement scientifique, on est dans la tribu des hominini. Mais c'est peu utilisé dans les conversations, même mondaines. Bien, alors si on veut faire simplement il existe de nombreuses représentations de notre évolution, du rameau humain. Beaucoup sont fausses, c'est-à-dire que c'est des exagérations soit scientifiques, soit simplement par les artistes eux-mêmes qui essayent de recoller les morceaux, d'avoir un bel arbre phylogénétique, d'avoir des lignées continues. Dans très peu de cas, on connaît une vraie relation d'ancêtre à descendant. Dans beaucoup de cas, on a des hominiens qui sont proches parents, mais on ne connaît pas exactement leur relation de parenté. L'illustration que je vous montre ici, à ma connaissance en tout cas, c'est la plus correcte d'un point de vue scientifique. Elle est très jolie esthétiquement, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a un arbre du vivant, plus ou moins sec d'ailleurs, et qui représente des bouts de branches. Pour certaines, on a une certaine continuité sur certaines branches, comme Heidelbergensis et Néandertal par exemple. Mais pour d'autres, les branches sont encore un petit peu flottantes. Et ça, c'est un état effectif, objectif de l'état des connaissances scientifiques actuelles sur l'évolution de l'homme. Dans certains livres, ou même dans certaines conférences de grands personnages de la paléoanthropologie, on vous parlera d'équilibre ponctué, d'anagénèse au sein de la lignée hominidée. Vous pouvez oublier, c'est de la science-fiction. On n'a pas les données pour le dire, on n'a pas les informations pour le dire. Alors, au fait, je vous parle d'hominien. Vous vous rappelez peut-être, vous avez des souvenirs de vos cursus. Comment est-ce qu'on reconnaît un hominien quand on en croise un dans la rue? Alors, il y a plusieurs caractéristiques. Je vais simplement en retenir deux qui sont faciles à identifier. La première, c'est au niveau de l'arcade dentaire. Les branches jugales, c'est-à-dire l'arrière de la rangée dentaire, sont divergentes. On a une forme parabolique. On peut appeler ça une forme en V majuscule, simplement pour... c'est pas que le V est pointu, c'est simplement que les deux branches sont divergentes. Et ça, c'est une caractéristique du rameau humain. L'autre caractéristique, si on le compare avec un chimpanzé, qui n'est pas un hominien, vous voyez que la rangée dentaire, elle tend à avoir la forme d'un U majuscule avec des branches qui sont, cette fois-ci, subparallèles ou parallèles, voire même parfois convergentes. Donc ça, c'est un critère qui est assez simple à observer et qui permet déjà d'avoir un critère qui vous amène à parler de la lignée des hominiens. L'autre caractère, vous le voyez, c'est la position du foramen magnum, c'est-à-dire du trou occipital par où passe la moelle épinière. Et vous voyez que ce trou occipital, il est en position centrale chez l'homme, alors qu'il va être en position extrêmement postérieure chez le chimpanzé. Alors, si vous trouvez un jour un crâne d'Homo erectus, vous verrez que le foramen magnum est bien central, mais que l'arcade dentaire est à bord parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces situations-là? Eh bien, il a au moins un caractère dérivé qui appartient à la lignée humaine. Donc, il est déjà emmanché sur la lignée humaine. Il ne les a pas tous. Parce qu'on n'arrive pas avec un lot de caractères dérivés propres. Ça serait trop beau, ça serait trop simple, mais l'évolution ne fonctionne absolument pas comme ça. Alors il existe après des caractères dentaires, d'autres caractères. Ce qu'on peut déjà retenir, c'est que vous voyez que beaucoup de ces caractères sont associés à la bipédie. Si notre foramen magnum est central, c'est simplement parce que notre cou est sous notre tête et pas derrière notre tête, elle n'est pas en position postérieure. C'est lié à la position bipède. Au niveau des hanches, au niveau du membre locomoteur inférieur, on aura exactement les mêmes corrélations. Donc attention, le poids ou le nombre de caractères, il faut aussi le mettre en lien avec leur fonction. Si on parle plusieurs fois de la bipédie, on risque de caractériser l'homme par son caractère bipède. C'est ce qu'on a longtemps fait, c'est ce qui n'est plus d'actualité. On en verra des exemples.
Bien, alors vous savez que les scientifiques s'excitent beaucoup pour battre des records, et forcément quand on parle du rameau humain ou plus largement du groupe des hominidés, on va chercher le plus ancien. Alors c'est une quête qui est permanente, et on a plusieurs candidats qui ont été proposés comme étant ce représentant le plus ancien. Le premier, il est kényan, il s'appelle Nakalipithecus, et il est âgé de près de 10 millions d'années. Alors, après son étude, hein, vous voyez que la mandibule elle est très haute, enfin, il a beaucoup de caractères qui le rapprochent du groupe des hominidés, mais par contre, il n'en présente aucune caractéristique dérivée, c'est-à-dire il a des caractéristiques un peu plus dérivées que celles de l'orang-outan, mais elles ne sont pas celles des hominidés. Donc si on avait à positionner Nakalipithecus par consensus, à part les auteurs, hein, mais le reste de la communauté paléoanthropologique place Nakalipithecus à la base de ce groupe des grands singes africains, si bien que ce n'est pas strictement parlant un hominidé. C'est un pré-hominidé, mais ce n'en est pas un. Donc un candidat intéressant, mais qui n'est pas déjà sur notre clade, qui ne fait pas partie de notre clade. Un autre candidat beaucoup plus sérieux, c'est Chororapithecus, qui lui est éthiopien, qui a été publié comme étant quasiment contemporain de Nakalipithecus, et les dernières datations de 2016 l'ont remis à 8 millions d'années. Il est un tout petit peu plus jeune. Et tout ce que l'on connaît de Chororapithecus, c'est ce que vous avez là-haut, à gauche. Des dents isolées, et lorsqu'on les compare à une mandibule de gorille actuelle, il y a une similitude dentaire qui est vraiment frappante. Le problème, c'est qu'on n'a que ces chicots, hein, si vous me permettez, pour comparer avec un gorille. Et Chorora, hein, c'est une petite colline, elle a été entièrement tamisée. Il n'y avait vraiment que ça dedans. Donc les habitants ont un peu été délocalisés, mais on n'a rien trouvé d'autre. Pour l'instant, l'énigme Chororapithecus est encore... il y a eu cette possibilité-là. Et on reviendra, notez bien l'âge, hein, entre 8, maintenant c'est 8 millions d'années, on hésitait entre 8 et 9, ce qui, comme on le verra, est vraiment cohérent avec ce que l'on sait d'un point de vue moléculaire et de l'évolution moléculaire. Donc il n'est pas impossible que Chororapithecus soit le plus vieux représentant, mais le matériel ne nous permet pas de l'affirmer de manière ferme et définitive. Pour aller chercher le plus vieil hominidé, il faut partir dans le centre de l'Afrique, notamment au Tchad, au-dessus du lac Tchad, dans le désert du Djourab. Et lors de ces missions qui ont été menées au début des années 2000, dans les fenêtres de cette ergue dunaire, on trouve des surfaces qui sont datées du Miocène supérieur. Et on part à la chasse aux fossiles comme on part à la chasse aux champignons. Hein, dès que les dunes nous offrent ces fenêtres-là, vous avez des centaines de fossiles de vertébrés qui sont préservés sur ces surfaces. Alors beaucoup de mammifères, des poissons et de temps en temps des plantes. Et puis cette chose qui a été découverte un peu avant les années 2000. Cette chose, vous la connaissez bien, elle est dans vos manuels scolaires. Ça, c'est quand elle n'était pas préparée encore, elle a une gangue de manganèse qui l'entoure, et vous le connaissez mieux quand il est préparé, c'est le fameux toumaï. Donc de son vrai nom, Sahelanthropus tchadensis, ce représentant de la lignée humaine, il est daté de 7 millions d'années, ce qui a complètement tiré vers le bas, hein, et vers l'ancien, les représentants de notre lignée. La fameuse Lucie, elle est à 3,8 à peu près millions d'années, hein, c'est une petite jeunette comparée, donc on a vraiment étendu, presque doublé l'étendue stratigraphique, on a même changé d'intervalle géologique, on est passé du Pliocène au Miocène. Alors, on connaît ce crâne, on connaît aussi un petit peu de matériel, quelques dents isolées, peut-être des restes post-crâniens pour cette espèce, qui a été aussi longuement débattue. Et puis, de nombreuses études sur ce fossile très intéressant ont vraiment montré qu'au niveau de l'usure de la canine, au niveau de l'arc dentaire, au niveau du foramen, il était déjà sur la lignée humaine. Donc c'est bien un hominien, et donc un hominidé. Il est âgé de 7 millions d'années, donc à l'heure actuelle, c'est le plus ancien. Mais sa morphologie, vous le voyez, est
présente encore beaucoup de caractères primitifs, hein, notamment au niveau du torus susorbitaire, au niveau de la forme de la capsule céphalique, ce qui fait qu'il est sur le rameau humain, mais on n'est pas très loin de cette divergence avec le chimpanzé. On est très près de cette base-là. Il se trouve aussi ici que, enfin, on a un fossile qui permet de conforter des dates qui avaient été proposées par les horloges moléculaires et qui suggéraient que la divergence entre le chimpanzé et l'homme avait lieu entre 6 et 8 millions d'années. On est pile au milieu. C'est un point de calibration qui est extrêmement important et intéressant. Alors, je viens de parler de la fameuse Lucie. Vous savez que cette Lucie, c'est un australopithèque, et depuis Lucie, en 1974, il y a eu de très nombreuses découvertes qui se sont accumulées, évidemment, au cours des 40-50 ans qui se sont écoulés depuis. Alors, on va faire un petit point justement sur les points remarquables de ces découvertes. Qu'est-ce qu'elles ont apporté sur la connaissance de ce groupe des australopithèques? Simplement, je vais vous les resituer. Hein. Ces australopithèques, si on reprend les barres flottantes, hein, comme je vous le disais, c'est un grand ensemble, ici entouré en bleu, qui est très proche, voire complètement lié aux paranthropes, les fameux australopithèques robustes. On change souvent leur nom, mais c'est la même chose. Donc, ce qu'on appelle australopithèque, et ce que j'appelle australopithèque ici, c'est ce qu'on appelait avant, et ce qu'on va peut-être appeler bientôt, les australopithèques graciles. Alors pourquoi est-ce que ce groupe est important? Et si on parle de Lucie comme notre ancêtre, alors Lucie n'a peut-être rien à faire avec notre ancêtre en tant que tel, par contre elle appartient à cet ensemble, et on parle des australopithèques en tant qu'ancêtre simplement parce qu'il est certain que le genre Homo est enraciné dans cet ensemble australopithèque, lequel on ne le saura peut-être pas, jamais, on ne le saura jamais, mais morphologiquement il y a une transition, on verra un ou deux exemples qui nous amènent franchement vers le genre Homo. Et c'est pour ça que les australopithèques, notamment les derniers australopithèques, sont extrêmement importants pour comprendre notre lignée. Alors parmi ces australopithèques, il y a plusieurs stars. La première de ces stars, c'est Australopithecus barrel-gazeli, c'est-à-dire l'australopithèque de la rivière aux gazelles, également trouvé au Tchad, mais beaucoup plus jeune que Toumaï, puisque cette espèce date entre 3,5 et 3 millions d'années. Alors, on connaissait jusqu'à une date récente uniquement ce bout de mandibule. On a trouvé quelques restes qui ne sont pas encore publiés, mais qui vont venir compléter ce squelette, enfin ce début de squelette. Et ce qui est très important, c'est son âge, mais aussi sa position géographique. Il est tchadien. Alors, pourquoi est-ce que c'est une révolution en soi? Vous le savez certainement déjà. C'est que si on fait un petit retour dans les années 80, à cette époque, on est en plein scénario de l'East Side Story proposé par Yves Coppens. L'idée, c'était simplement que, à l'époque où Yves Coppens avait proposé cette belle hypothèse, sur laquelle on va revenir, tous les australopithèques et tous les hominiens fossiles étaient trouvés du côté est du rift est-africain, et puis en Afrique du Sud, et uniquement là. Alors, l'idée était assez séduisante parce que pour mettre en lien cette évolution du rameau humain, on faisait le lien avec le rift est-africain et puis les conséquences qu'il a sur la géomorphologie et les climats africains. Pour simplifier, c'est grossier, mais pour simplifier, on sait que ce rift et les élévations qui le bordent ont des conséquences sur la circulation atmosphérique et également sur le climat. La végétation en témoigne, la partie est étant beaucoup plus sèche que la partie ouest centrale où les grandes forêts tropicales vont se maintenir. Alors on avait là un scénario très séduisant en disant, et vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expression, la savane a fait l'homme. Ici, il est descendu de l'arbre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'y avait plus d'arbres. Enfin, il y en avait encore, mais pas autant que dans les forêts tropicales. Et les grands singes sont restés, chimpanzés et gorilles, dans les grandes forêts tropicales. Donc on avait là un scénario assez élégant qui conjuguait de la géologie, de la climatologie et puis de l'évolution humaine. Il en va de même pour les cochons, pour d'autres groupes de mammifères. Alors c'est bien, mais le souci, c'est que, à part cette dichotomie un peu simpliste, notre Abel, notre Australopithèque barrel-gazeli, lui est trouvé à 2500 km de l'autre côté, à la même date que les autres australopithèques. Ce n'est pas un migrant tardif, c'est simplement, il est déjà là en même temps que les autres. Et donc ce scénario du berceau
uniquement est-africain et a été largement secoué par cette découverte qui date de 1994. Donc, à l'heure où je vous parle, ce scénario-là est mis sous le tapis, sauf pour Yves Coppens, mais pour tous les autres, il est mis sous le tapis. Et par contre, on n'a pas de scénario alternatif à proposer. Donc on est un peu frustré, on attend quelque chose d'aussi élégant, mais pour l'instant, on n'a pas assez de fossiles pour le dire, notamment du côté ouest, pour plein de raisons. Le rift est-africain et puis l'Afrique du Sud, ce sont des régions qui sont très intéressantes, mais qui sont aussi des régions où la sédimentation et les modes de préservation ont permis la conservation de ces restes humains. En Centrafrique, c'est plus compliqué pour des raisons de géologie et des raisons aussi géopolitiques. Et ça ne veut pas dire que notre histoire est effacée ou est absente de cette partie du continent. Autre star, c'est la petite fille de Lucie, qui fait partie de la même espèce, Australopithecus afarensis, c'est le nom scientifique de Lucie. C'est aussi le nom de ce magnifique crâne complet, qui est associé d'ailleurs à un petit peu d'autres restes, trouvés encore en Éthiopie, mais cette fois-ci un peu plus loin que le site de Lucie. Alors pourquoi ce spécimen est extrêmement important? Il a été trouvé en 2006, c'est parce que c'est un australopithèque juvénile. C'est une petite fille en fait qui a 3 ans, dont la reconstruction en fait une petite fille tout à fait sympathique, une petite australopithèque bien sympathique. Et elle est très sympathique pour les paléoanthropologues parce qu'elle a révélé quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on a pu lui mettre l'étiquette Australopithecus afarensis. C'est-à-dire qu'à 3 ans, les critères diagnostiques de l'espèce de Lucie sont déjà reconnaissables chez les juvéniles. Et ça a retiré une épine du pied de plusieurs grands débats chez les paléoanthropologues parce que quand on définit une espèce, c'est une espèce entière. On ne fait pas attention à l'état ou au stade ontogénétique. C'est vrai pour les jeunes, les juvéniles. Un enfant ou un vieillard appartiennent bien à la même espèce. Leur état ne doit pas modifier notre identification de l'espèce. On avait cette crainte qu'il y ait des modifications du squelette au niveau des hominiens fossiles et que certains juvéniles ou certains adultes ne puissent pas être reconnus comme appartenant à la même espèce, ou pire, soient identifiés comme des espèces différentes. Donc cette petite fille de Dikika nous a en fait rassurés sur l'apparition précoce de certains critères diagnostiques, ce qui nous permet d'identifier, pour la lignée Australopithecine en tout cas, les juvéniles, les adultes. Alors ça c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était que certains critères de ces australopithèques restent, eux, à l'état primitif. Je parle bien de caractères primitifs. Les caractères peuvent l'être, les espèces ne le sont jamais, mais les caractères peuvent être primitifs et conservés. Et quand on garde un souvenir évolutif primitif de ses ancêtres, il ne sert à rien dans l'identification, puisqu'il n'a pas évolué. Du coup, pas de critères partagés, dérivés. Si vous connaissez un peu la classification phylogénétique, ça nous empêche de le positionner correctement sur l'arbre du vivant. Alors, cette petite fille, c'était pour le développement. Après, on va évidemment s'intéresser, comme je vous le disais, à la transition avec le genre Homo. Alors, plusieurs découvertes récentes ont amené et ont éclairci ou éclairé un petit peu cette transition. Une de ces découvertes concerne l'Afrique du Sud, environ datée de 2 millions d'années. Et il s'agit d'une nouvelle espèce qui s'appelle Australopithecus sediba. Et vous voyez ces 2 squelettes qui sont, on va dire, subcomplets pour les paléoanthropologues. C'est beaucoup de matériel, c'est des mêmes individus, ils ont été trouvés en place. Et ce qui est intéressant, avant de passer à la diapo suivante, c'est juste le titre choisi par les auteurs pour vendre leur Australopithèque. C'est un homo-like, on est vraiment très proche du rameau humain. Tout le monde veut trouver l'australopithèque le plus proche ou l'ancêtre d'eux pour que dans les médias ça fasse un peu plus de mousse. On a plusieurs candidats en fait à ce titre-là. Mais il est vrai, je reconnais que Sediba est une espèce assez intéressante parce qu'elle montre beaucoup de caractères appartenant au genre Homo. Alors ça c'est une petite image que j'ai prise dans un Pour la science récent, qui est assez intéressante parce que on remontre ces 2 squelettes de Sediba et vous avez en jaune et en bleu les caractéristiques qui les rapprochent soit du genre Homo, soit du reste des australopithèques. Et vous voyez que ces 2 squelettes
sont, tout ce qui est en bleu, c'est, on va dire, Australopithèque, tout ce qui est en jaune, c'est plutôt de type Homo. Et vous voyez que ces squelettes eh bien, sont multicolores, hein. On a des pastilles des deux couleurs sur l'ensemble de leur squelette. Alors, vu comme ça, Sediba, c'est un peu l'Archéoptérix de la lignée humaine. Hein, vous savez que l'Archéoptérix, il a un peu de plumes, il a un peu de dinosaures, il a un peu d'oiseaux. Alors, ça en fait pas du tout un chaînon manquant. C'est l'exagération que les auteurs ont fait dans leur titre. Mais j'attire votre attention que cette mosaïque de caractères, un peu ancestraux pour certains, un peu dérivés pour d'autres, c'est le cas de tous les êtres vivants, nous inclus. On a des caractères primitifs, on a des caractères dérivés. On n'est pas le sommet de l'évolution. Australopithecus sediba était exactement la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il présente certains caractères qui évoquent fortement le genre Homo. Ce n'est pas les caractères dérivés du genre Homo, donc on ne peut pas le placer dans ce genre-là. En tout cas, ce que je veux vous montrer, c'est que Australopithecus sediba, c'est une des espèces d'Australopithèque qui présente cette mosaïque de caractères, mais c'est vrai pour Barrel gazeli, c'est vrai pour Afarensis, c'est vrai pour les autres espèces d'Australopithèque. Du coup, tout va se jouer sur quel est le ou la combinaison de caractères que l'on va garder pour identifier ces espèces d'une part et les rapprocher du genre Homo. Donc c'est une discussion qui forcément est technique et c'est pour ça aussi qu'il est difficile de suivre ces débats-là. Ça va être sur le départ de la métacristite sur la troisième molaire inférieure. Enfin, ça va être, voilà, on peut rarement communiquer avec le grand public sur ces débats qui sont sans fin. Autre espèce intéressante chez les Australopithèques, c'est là aussi découverte assez récemment, c'est Deiremeda, qui est daté, vous le voyez, qui est encore éthiopien, du triangle des Afars, comme Lucie, et qui, elle, est aussi datée de 3,3 à 3,5 millions d'années. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit ici d'incertitude, hein, ce n'est pas une durée de vie. Hein. Alors, pourquoi est-ce que cette espèce d'Australopithèque est intéressante ? Eh bien, c'est parce qu'elle est contemporaine d'autres espèces. Elle est contemporaine du fameux Abel, de sa rivière aux gazelles, également d'une forme qu'on n'arrive toujours pas à placer parce qu'elle est très déformée, c'est Kenyanthropus, et puis de la fameuse Lucie, Australopithecus afarensis. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans cet intervalle vers 3,3-3,5 millions d'années en Afrique, on a plusieurs lignées d'Australopithèques, peut-être même dominiens. Et puis en plus, l'anatomie de cette espèce eh bien, confirme le maintien récurrent de caractères dentaires qui sont primitifs. Alors, je vous ai mis des smileys à l'endroit et à l'envers, comme c'est la mode hein, pour les jeunes. Le smiley à l'endroit, c'est simplement qu'on a réussi à en faire une espèce à part parce qu'on a trouvé des caractères dérivés qui lui sont propres. Très bien. Le smiley qui fait plutôt la tête, c'est simplement parce que si ces caractères dentaires primitifs se maintiennent, ils ne sont pas informatifs pour reconstruire les relations de parenté. Ça veut dire que Deiremeda, ça va être encore un bout de branche placé quelque part dans la mosaïque des branches que l'on essaye de reconstruire pour en faire un arbre continu. Mais c'est une mauvaise nouvelle cette fois-ci pour les paléanthropologues. On sait que les caractères dentaires, qui sont les caractères les plus utilisés parce que les dents se préservent le mieux, ne sont pas toujours informatifs et conservent beaucoup d'informations primitives et donc non informatives, si je peux exprimer ceci de cette manière-là, hein, des informations non informatives, c'est une belle expression. Donc voilà, ça c'était les points que les Australopithèques nous ont... on en reverra un autre contre-exemple tout à l'heure. Alors, toutes ces découvertes ont été appuyées par d'autres fossiles hein, qui sont un tout petit peu plus jeunes, mais qui sont à 2 millions d'années, qui sont des représentants du genre Homo, mais qui ne rentrent dans aucune espèce connue. On ne leur a pas donné un nom spécifique. Ce qu'il faut simplement retenir de toutes ces découvertes relativement récentes, c'est que si on refait un bilan, dans cette bande temporelle d'environ 2 millions d'années, on a plusieurs représentants du genre Homo, on a encore des représentants d'Australopithèques, Sediba par exemple, et on a en plus les Australopithèques robustes ou les paranthropes. Bref, en Afrique à cette période-là, on a on a peut-être une petite dizaine d'espèces d'hominiens fossiles présents sur le continent africain.
Aujourd'hui, c'est un peu difficile à imaginer qu'on ait des alter-ego qu'on puisse côtoyer dans la nature et qui nous ressemblent en presque tout point. Il y a 2 millions d'années, c'était le cas. Alors, pour finir avec cet Homo habilis, là, je vous ai extrait une figure d'une revue censée être tout à fait sérieuse, Science, en 2014, donc c'est relativement récent. Et voilà l'état des lieux qui était fait à cette époque sur les premiers représentants du genre Homo. Eh bien, par rapport à cette diapositive, ça c'est déjà faux et ça c'est déjà faux. Alors le ça, c'est le plus ancien représentant du genre Homo connu à l'heure actuelle, et ça c'est le plus ancien outil connu et associé au genre Homo. Pourquoi ? Parce que ces deux découvertes ont complètement tiré vers le bas, donc dans les profondeurs géologiques, c'est l'ancestralité de ces deux événements. Alors ces deux découvertes, je vais juste vous en dire 2 mots. La première, c'est le plus ancien représentant connu de notre genre, le genre Homo. Sans grande surprise, il est éthiopien. Il vient encore des triangles des Afars. Et il a été découvert en mars 2015. Il présente à la fois quelques caractères d'Australopithèque, mais vraiment les caractéristiques dentaires qui caractérisent notre genre. Il est très bien daté. Et voilà qui tire le plus ancien représentant de notre genre à 2,8 millions d'années. On est presque à 3. Il y a quelques années, on parlait encore de 1,5 million d'années pour le genre Homo. Donc là encore, on a fait un vrai bond en arrière récent sur l'antiquité de notre genre. L'autre découverte, quasiment simultanée, ce sont des fossiles, mais cette fois-ci d'outils, non pas de squelettes. Une découverte, une fois de plus, faite par hasard. C'était une mission paléoanthropologique qui s'est perdue, et en dressant le bivouac, ils sont arrivés en fait sur un site où ils ont trouvé ces éclats, qui ne sont pas des éclats naturels, ce sont des éclats qui sont taillés, et en fait on a toute une batterie d'outils, alors pas des belles pointes de flèches indiennes comme on connaît dans les temps plus récents, mais c'est des outils taillés avec des hachoirs, des outils pour la coupe, et puis aussi des enclumes, donc des zones de taille qui sont destinées à ça. C'est pas juste un éclat en passant, c'est un atelier de taille. On en connaît maintenant plusieurs. Comme ça vient d'un site qui vient de Lomekwi, on a appelé ça l'industrie Lomekwen, qui vient donc d'Amelpion, à la plus ancienne industrie connue qui était celle des Oldouayennes. Alors, on a rajouté une industrie il y a 3 ans à l'épopée humaine, d'une part, et puis l'âge, 3,3 millions d'années. On est un demi-million d'années plus vieux que les plus anciens représentants du genre Homo. Qui est l'auteur de ces outils? À l'heure actuelle, il est difficile d'ancrer le genre Homo aussi loin. Ça veut dire que ce que l'on supposait, c'est que les Australopithèques seraient probablement, on n'a pas de preuves, mais seraient probablement les auteurs des premiers outils, et que la transition évolutive Australopithèque-Homo s'est accompagnée d'une transition culturelle, lithique, industrielle, on peut dire, et donc culturelle, sur le même intervalle de temps. Donc, la savane n'a pas fait l'homme, la bipédie n'a pas fait l'homme, on reviendra sur ce point un peu plus tard, où je vous en reparlerai, et puis l'homme n'a pas fait l'outil. On commence à perdre un peu de notre superbe par rapport à ce qui était annoncé il y a quelques temps. Autre découverte dont il faut être conscient, parce qu'il faudra, je pense qu'on en entendra parler récemment, c'est une espèce du genre Homo qui s'appelle Homo naledi, qui a été une découverte avec un grand retentissement, puisque vous voyez le matériel, la première phase de découverte du matériel, parce qu'il y en a encore sur le site, c'est un matériel extrêmement abondant. Alors j'ai mis un point d'exclamation et un point d'interrogation, parce qu'un point d'exclamation, c'est pour l'intérêt majeur de cette découverte. Un représentant du genre Homo avec du matériel aussi abondant, on va pouvoir en dire beaucoup de choses. Le point d'interrogation, c'est parce que la publication a été faite dans des conditions un peu particulières, dans une revue qui n'était pas forcément la plus prestigieuse, qui est étonnant de la part des auteurs. Et puis surtout, on comprend mieux ce choix, lorsque cet hominien a été publié, on n'avait pas son âge. C'est le seul exemple, à ma connaissance, où on a publié des représentants de notre lignée sans âge. Si on n'a pas le chronomètre, il est difficile de parler d'évolution.
prendre ça, si je prends le... Alors, cette espèce, elle est très intéressante parce qu'elle elle a un volume endocrânien de type Australopithèque. Elle a la morphologie, la gamme de taille d'un petit homo. Et puis, elle présente là aussi une mosaïque de caractères. Le membre, etc., les mains, les pieds appartiennent vraiment au genre Homo. Donc, ça en fait bien un représentant du genre Homo. Par contre, d'autres parties du corps, le tronc, l'épaule par exemple, sont très archaïques et évoquent beaucoup les Australopithèques. Donc forcément, sans âge, et avec cette mosaïque de caractères, là encore, c'était un autre candidat pour être très proche de cette transition Australopithèque-Homo naledi. On a Australopithecus sediba d'un côté, on a Homo naledi de l'autre, on est peut-être proche de raccorder ces deux rameaux. Alors, ce qui a complexifié l'âge, c'est aussi la particularité du dépôt. Hein. On est dans un karst très peu accessible. Et cette question, évidemment, a brûlé toutes les lèvres. Donc, en attendant des dates un peu solides, ce que les gens ont fait, c'est qu'on a regardé la morphologie de ces squelettes et on a essayé d'estimer par rapport aux autres espèces connues quel pouvait être l'âge de cet Homo. On l'a estimé entre 1 et 2 millions d'années avec une incertitude statistique très faible, hein, ça veut dire une grande confidence, on est à peu près dans cet âge-là. Ça, c'était morphologiquement. Après, d'autres techniques, cette fois-ci un peu plus élaborées de datation, qui sont enfin sorties, ont enfin révélé l'âge de cet genre Homo. C'est entre 236 000 ans et 335 000 ans. On n'est plus en millions d'années, on est en milliers d'années. Alors ça, c'est une vraie surprise. Ça veut dire que Homo naledi a gardé des caractères extrêmement archaïques, de type Australopithèque, dans un intervalle de temps qui est quasiment du jardinage. Hein. On est en quelques centaines de milliers d'années, c'est très récent par rapport à ce que je vous ai dit préalablement. Donc ça veut dire qu'en Afrique du Sud, une des espèces du genre Homo, déjà engagée sur le genre Homo, n'a pas acquis toutes les caractéristiques de notre genre, mais seulement une partie a conservé une grande partie de son lignage australopithèque. Alors donc ça, c'est une vraie découverte et elle remue un petit peu aussi les paléanthropologues. Ça veut dire que des caractères dentaires et la conservation probable de certains caractères risquent de nous tromper complètement. C'est pour ça que les âges sont extrêmement importants. Bien, et puis avant de passer à notre espèce, on va simplement dire deux mots sur la dispersion africaine du genre Homo. L'un des plus anciens, mais aussi celui qui est le plus étudié à l'heure actuelle, parce qu'il y a d'autres découvertes qui sont venues un peu l'étoffer, c'est l'homme de Géorgie, ou dit aussi l'homme de Dmanisi, du nom de la localité où il a été trouvé. On connaît maintenant 5 crânes, parmi les plus connus et les mieux préservés dans le Pléistocène inférieur. Et on est à peu près vers 1,8 million d'années. Et on est en Géorgie, ça veut dire que pour le moment, c'est toujours le marqueur le plus ancien de la sortie d'Afrique, la plus précoce que l'on ait documentée pour notre genre. Ce qui est très étonnant dans ce site, c'est la variabilité morphologique des squelettes et des crânes que l'on y a retrouvés. Là encore, un vrai challenge pour les paléanthropologues pour savoir qui est qui et pourquoi est-ce que, en dehors de l'Afrique, cette variabilité était si haute. Petite taille de population, dérive génétique, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont émises, mais on en entendra parler encore, je pense, récemment, prochainement. Autre découverte dont vous avez peut-être entendu parler aussi en dehors des frontières africaines, très en dehors même, on est sur l'archipel indonésien, et notamment sur la petite île de Flores, hein, dans plusieurs sites à l'entrée de cavités. Et c'est dans cet endroit-là qu'on a trouvé le fameux homme de Flores. Alors, c'est une espèce relativement antique, 700 000 ans, peut-être même un peu plus ancienne, et relativement récente aussi, puisque à 50 000 ans, elle est contemporaine de l'Homo sapiens et puis de l'homme de Néandertal. Alors pourquoi est-ce que cet homme de Flores, il est important? C'est là encore, il vient gifler les vieux préjugés que l'on avait sur l'augmentation des capacités cérébrales de notre lignée, sur l'augmentation linéaire du volume cérébral,
puisque si vous avez ici les volumes cérébraux en fonction de la taille, vous avez l'ensemble Australopithèque, l'ensemble des Homo erectus et puis l'Homo sapiens et sa variabilité. L'homme de Flores, qui est bien un représentant du genre Homo, hein, il est ici. Donc c'est une toute petite créature avec un tout petit volume cérébral, tout simplement parce qu'il est affecté par le nanisme insulaire. Le fait qu'il vit au milieu d'une faune qui est à la fois miniaturisée ou bien, au contraire, gigantesque. Hein, il est associé à des éléphants qui passeraient derrière la table ici sans que vous puissiez les voir. Hein. Et puis nous voici arrivés à notre propre espèce, Homo sapiens. On va parler maintenant, pour finir, de molécules et de ce que ça a changé. Mais avant de parler de molécules, on va simplement redresser le tableau des fossiles, des bons vieux fossiles. Ils sont encore éthiopiens. Mes excuses pour ça, pour ce manque d'originalité. On est encore dans le sud éthiopien, dans les magnifiques sites de la vallée de l'Omo, sans H cette fois-ci, pour le fleuve Omo. Et jusqu'à une date très récente, les plus anciens représentants de notre espèce, cette fois-ci, étaient ces deux calottes crâniennes, datées d'environ 200 000 ans. Alors, cette origine africaine de notre propre espèce, c'est-à-dire que notre berceau à nous, malgré les dispersions très anciennes, est resté africain. Il a été documenté par d'autres trouvailles un peu plus jeunes, à 150 000 ans, toujours africaines, toujours éthiopiennes, avec l'Homo sapiens sidaltou, hein, qui, on pourrait le croiser dans la rue, on ne verrait pas la différence avec notre propre groupe. Mais tout ceci a été, là encore, décalé par une autre découverte africaine, et cette fois-ci, elle n'est pas est-africaine, elle est marocaine. C'est sur le site de Djebel Iroud, où très récemment, hein, en juin dernier, a été découvert une grande quantité de matériel, notamment des mandibules et des bouts de calotte crânienne. Cette mandibule et cette calotte crânienne, ce sont les nôtres. C'est indistinguable. Il y a quelques critères archaïques, mais en fait, c'est un Homo sapiens archaïque, comme on en trouve un peu partout dans le monde, dans des périodes plus récentes. Ce qui est révolutionnaire, en revanche, c'est l'âge de ce fossile, puisque ça vient tirer vers le bas notre antiquité à 300 000 ans. Donc là encore, on a gagné près de 50% en âge et en ancienneté. Alors, c'est un des sites les plus anciens, enfin, c'est le site le plus ancien qui documente notre origine. C'est aussi l'un des plus riches, donc il y a d'autres découvertes qui vont pouvoir nous permettre d'aller un peu plus loin. Et puis, le fait de les trouver au Maroc, certains auteurs suggéraient que Homo sapiens a très vite été pan-africain. Et le fait de le trouver au Maroc et en Éthiopie un peu plus tard montre qu'effectivement, sur les scénarios qui sont proposés, notre espèce, avant de coloniser le monde, avait déjà colonisé très rapidement le continent africain. Alors on le sait par une série de comparaisons avec les autres espèces un peu plus anciennes ou contemporaines qui occupent le continent africain à cette époque-là. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que d'un point de vue fossile, notre espèce a, elle aussi, subi les modifications profondes des dernières découvertes. Alors en termes de migration, notre propre espèce est aussi sortie d'Afrique, évidemment, puisqu'elle avait les pieds qui chatouillaient un petit peu. On a trouvé récemment à 80 000 ans des dents en Afrique, qui sont des dents d'Homo sapiens modernes. On les trouve à côté d'autres populations également chinoises qui sont des Homo sapiens archaïques. Donc il y a plusieurs lignées d'Homo sapiens qui sont sorties plusieurs fois d'Afrique. Ça veut dire qu'à 80 000 ans, on est déjà aux confins du continent asiatique. Alors on imagine que cette voie a été empruntée. On a quelques traces à 100 000 ans, donc on est sûr que vers 120 130 000 ans, on a dû avoir un épisode de sortie d'Afrique. Alors ça, c'était une prédiction, un modèle basé sur quelques découvertes. Elle a été confortée récemment par une découverte sur la péninsule arabique, avec des artefacts qui sont l'industrie d'Homo sapiens et qui sont datés de 125 000 ans. Donc on commence à avoir, on n'a pas tous les petits cailloux blancs hein, de la sortie africaine, mais des documentations de trajectoire, de sortie du groupe Homo sapiens qui restent parfaitement cohérentes avec une conquête de l'Est. En Europe, cette conquête a été beaucoup plus tardive,
notamment parce qu'à cette époque en Europe, alors le climat n'est pas forcément le plus accueillant, mais aussi parce que l'homme de Néandertal y était déjà. Donc on pense que le fait qu'Homo sapiens arrive tardivement en Europe peut être lié à la présence d'hommes de Néandertal. On va revenir aussi sur ce point. Alors en parlant de cet homme de Néandertal, on va le voir frontalement cette fois-ci, d'un point de vue fossile, mais aussi d'un point de vue moléculaire. Alors ça, c'est la grande révolution, et ça, c'est quasiment bimensuel, hein, ces modifications. Tout commence en Croatie, où on connaît un site à néandertalien, le site de Vindija, et dans des conditions de préservation qui sont assez bonnes pour rassurer nos collègues biologistes moléculaires, et qui vont tenter d'échantillonner de l'ADN fossile sur ces esquilles osseuses. Alors, ils le font, ils regardent un petit peu le profil de ces fossiles néandertaliens par rapport aux populations humaines, et à leur grande surprise, ils découvrent qu'il y a une partie du génome néandertalien qui se chevauche avec une partie du génome de l'Homo sapiens. Alors, en moyenne, c'est entre 1 à 4%. Mais c'est une moyenne lissée, c'est-à-dire qu'en fait, les gènes qu'on trouve à la fois chez les néandertaliens et qui sont incorporés dans le génome actuel de notre espèce, eh bien, c'est un panel de près de 30%. C'est-à-dire qu'il y a 30% de bouts de néandertaliens qui sont présents dans le génome actuel des populations humaines. À part avec une partie des populations d'origine subsaharienne. Donc ça montre, c'est une preuve moléculaire de ce qu'on supposait depuis près d'un siècle, hein, pour certains auteurs, mais on n'avait pas la preuve. Les molécules ont apporté la preuve qu'il y a eu des échanges entre les néandertaliens et le rameau humain, en tout cas avec des grands groupes humains. Autrement dit, et les découvertes récentes n'ont fait que le confirmer, l'homme néandertal est non pas à côté de nous, n'est pas notre ancêtre, n'est pas un lointain cousin, il est en nous. On en a près de 30% à l'échelle globale, si on fait la somme des gènes, mais en moyenne, chacun d'entre nous en porte entre 1 à 4%. Alors ça a été une révolution, et puis la précision et la possibilité de quantifier cette identité génétique a lancé de très nombreux travaux, hein, puisque depuis 2010, ça n'arrête pas. Donc voici par exemple le plus ancien ADN connu de notre espèce, il date de 45 000 ans, il est sibérien, et ce bout de fémur qui a failli d'ailleurs être vendu, hein, qui a été sauvé pour la science, a révélé pas mal de choses. C'est qu'à 45 000 ans, c'est un représentant du genre Homo sapiens, il n'y a pas d'ambiguïté, mais on a déjà 2% de Néandertal dans son génome. Ça veut dire que ça nous donne une date minimale de croisement. On sait que les échanges avec Néandertal ont commencé avant 45 000 ans. Premier élément de l'enquête. D'après ce que l'on sait moléculairement, ça doit avoir eu lieu entre 50 et 60 000 ans. Alors, quand on continue cette enquête-là, on se rend compte qu'on cherche à trouver la cohabitation des Néandertaliens avec les Homo sapiens. S'ils se sont croisés, c'est qu'ils ont cohabité à un endroit. Mais on n'avait pas de preuves. Par rapport à la géographie, par rapport aux données moléculaires, la supposition, c'était que ce croisement a dû avoir lieu entre 50 et 60 000 ans et probablement au Moyen-Orient, qui était le carrefour des routes néandertaliennes et humaines, enfin Homo sapiens. Alors là, on n'a pas pu faire mieux en termes de prévision, parce qu'un coup de pelleteuse censé être malheureux pour les ouvriers, mais heureuse pour les scientifiques, a dégagé une cavité qui avait été fermée jusqu'à présent. Et dans une région, on connaît beaucoup de sites à néandertaliens. Et dans cette région, donc en Israël, on a trouvé dans cette localité cette calotte crânienne, qui est une calotte crânienne d'Homo sapiens. Si ça ne peut pas être du néandertalien, c'est absolument impossible. Il y a trop de marquages. Donc on est au Moyen-Orient. On est sur un site qui est daté de 55 000 ans, on ne pouvait pas faire mieux en termes de moyenne, et on a une preuve formelle de la coexistence, au moins de la cohabitation dans une même région géographique des deux espèces.
C'est pas forcément ici que la reproduction a eu lieu, mais en tout cas, on a maintenant un scénario très cohérent sur la localisation et l'antiquité des échanges génétiques entre ces deux espèces. Voilà pour Néandertal, mais il n'est pas le seul, parce que si on part cette fois-ci du côté de l'Altaï, en Sibérie, on a trouvé, alors je vais vous montrer ceci, voilà, on a trouvé dans cette grotte d'Altaï plusieurs fossiles, dont celui-ci. Pas très excitant, mais il est certain qu'il s'agit d'une phalange distale du petit doigt. Les conditions de préservation dans cette grotte-là, on avait déjà eu des essais auparavant sur d'autres lignées animales, on savait que l'ADN pouvait être préservé. Or, cette phalange, elle est humaine. Donc, sur les différents sites d'occupation, on s'est évidemment intéressé à séquencer, puisqu'on ne peut rien faire d'autre avec, on a séquencé cette première phalange. Ça, c'est la distance génétique, si vous voulez, simplifier. On a une distribution bimodale pour les populations humaines actuelles. Vous voyez que le spectre des néandertaliens, on le sait, il est bien isolé. Et puis, notre petite phalange est là. Ça veut dire que morphologiquement, on n'arrivait pas à identifier cette espèce, mais sa signature moléculaire, génétique, nous montre très clairement que ce n'est pas de l'Homo sapiens, ce n'est pas du Néandertal, ni aucun croisement entre les deux. C'est une espèce humaine à part, qui, pour la première fois, n'a pas été identifiée à partir d'un fossile, morphologiquement, mais à partir d'une signature génétique. Alors, avec un petit bout d'os comme ceci, évidemment, ça lance des débats, mais ça voudrait dire quand même que cet homme de Denisova, ou cette population des Denisoviens, du nom de cette grotte, est assez proche de Néandertal et puis de notre espèce, et puis a un profil génétique tellement différent que ça suggère encore une origine différente aux deux autres espèces. Alors depuis, évidemment, la grotte a été complètement épluchée, et on s'est rendu compte qu'on a retrouvé du matériel, notamment des dents, magnifique. La dent a sa propre identité morphologique, ça veut dire qu'on a une preuve morphologique de sa spécificité qu'on a déjà identifiée d'un point de vue génétique. Donc c'est bien une population à part, c'est bien une espèce à part. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'une partie de le matériel génétique, maintenant bien identifié, est retrouvée dans certaines populations actuelles, notamment en Mélanésie. Alors voilà qui vient compliquer notre scénario. Vous savez que normalement, quand on fait des arbres phylogénétiques, on a des branches qui se dispersent et puis qui ne se croisent jamais. Ici, pour les populations les plus récentes et pour les espèces dont je viens de vous parler, on est en train de relier les branches entre elles. Les Néandertaliens ont échangé avec une partie des populations d'Homo sapiens actuelles. Les hommes de Denisovia ont fait la même chose avec une partie des populations qui sont à l'origine des populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Mélanésie plus largement. Donc des espèces qui ne sont pas assez séparées génétiquement pour pouvoir encore échanger quelques gènes, du matériel génétique, et qui montrent que notre arbre phylogénétique le plus récent est un arbre croisé avec des branches qui sont reliées les unes aux autres avec des échanges de gènes. Alors, une partie de l'explication, alors ça c'est beaucoup de matériel, ça n'arrête pas de publier, encore l'été dernier. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ces hommes dénisoviens sont là depuis au moins 100 000 ans, qu'ils s'y sont maintenus au moins jusqu'à 50 000 ans à peu près, qu'ils ont échangé des gènes avec les populations humaines de l'Homo sapiens, et que leur diversité génétique était relativement élevée. Alors pourquoi ces échanges génétiques? Quand je dis diversité génétique élevée, pour vous donner un ordre d'idée, leur diversité génétique à l'échelle de la population qu'on a échangée, c'est la distance qu'il existe entre des demi-frères et des demi-sœurs. Donc en termes de population, on n'est pas loin de la consanguinité. Mais pour eux, en tout cas, pour l'époque, c'est déjà pas mal. Et en fait, les échanges génétiques qui ont eu lieu ont permis de ventiler un petit peu les génomes et en fait d'assurer leur survie et a fortiori la nôtre. Je ne vous l'ai pas dit, mais une partie des gènes qu'on a hérités des Néandertaliens sont des gènes qui sont impliqués dans l'immunité, par exemple. Donc nos résistances actuelles aux maladies, à certaines maladies, dans certaines populations, c'est un héritage, un don de notre collègue néandertalien. Donc voilà aujourd'hui à quoi ressemble notre arbre des plus récents entre les Homo sapiens, les Denisoviens et les Néandertaliens.
Vous avez des flèches qui vont dans tous les sens, évidemment. Et puis, en regardant les traces génétiques, on a aussi trouvé l'incursion de certains gènes qu'on ne connaît pas encore. Donc, il y a une espèce X proche de cette divergence qu'on n'a pas identifiée. On connaît des bouts de gènes, mais moléculairement, on est en train de faire de la paléoanthropologie génétique, sans fossiles. Et ça, c'est une vraie révolution. Donc sachez que ça continue, hein, tout ça, ce sont des articles récents, et on est en train de voir justement que les populations mélanésiennes avaient déjà intégré du néandertalien, ou ont aussi intégré du dénisovien, et on est en train d'éplucher le génome à la fois actuel, mais aussi fossile, pour essayer de mieux comprendre ces échanges, quand est-ce qu'ils ont eu lieu, pourquoi est-ce qu'ils ont eu lieu, et dans quelles conditions. Voilà, alors si on tire un bilan de tout ce dont je vous ai parlé, les points forts qu'il faut retenir à mon avis, c'est que au niveau des outils et de la transition australopithèque Jean Romeau, il faut remonter à 3,3 millions d'années pour les outils, et que le Jean Romeau n'est probablement pas l'auteur de ces premières industries. À cette époque, et puis même un peu plus tard, on a eu la coexistence de plusieurs espèces ou de nombreuses espèces d'hominiens. Donc quand on vous parle du caractère buissonnant de la lignée humaine, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment, on a des espèces qui sont réellement contemporaines et qui sont partout en Afrique. Que le Jean Romeau est très ancien, hein, vous voyez qu'on est proche de 3 millions d'années maintenant. Et puis que Homo naledi, on en entendra parler, mais c'est une espèce qui nous documente excessivement bien la conservation de certains critères morphologiques archaïques. Les autres découvertes concernent Homo sapiens, donc ça c'est plus frais dans vos esprits, hein. Vous avez vu que maintenant notre propre espèce a été reculée à 300 000 ans, ce qui est assez considérable, qu'il est probablement panafricain à une époque très ancienne, et qu'on est en train de faire le lien entre les différentes découvertes dans cet intervalle de temps, et c'est vrai que les nombreuses espèces d'hominiens africaines, on les retrouve un peu partout, mais en tout cas à tous les bouts de l'Afrique, ce qui suggère des routes, et ce qui est aussi vrai des lignées de mammifères qui les accompagnaient. Et puis enfin, si vous voulez battre des records, pour le plus ancien ADN connu de notre espèce, c'est 45 000 ans. Les échanges avec les Néandertaliens, c'est 55 000 ans. Et puis, le plus ancien ADN connu à l'heure actuelle de la lignée humaine, c'est un ADN qui est proche des Néandertaliens et qui date de 430 000 ans. Donc là aussi, on est en train de reculer considérablement l'antiquité de la visibilité et des données génétiques. Voilà, pour finir, voilà les scénarios que vous avez peut-être tous vus un jour dans vos livres d'enseignement, une flèche qui part de l'Afrique et qui va vers l'Asie, et puis une petite qui part vers l'Europe. C'était les scénarios les plus simples. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez vu que c'est beaucoup de sorties d'Afrique à plusieurs moments, de plusieurs lignées, qui en plus se croisent entre elles, et de cartographier ces différentes routes en fonction du temps et puis de l'espace. Il y a certains scénarios qui sont très solides, d'autres qui sont un peu plus encore à tester, mais vous voyez que le scénario est beaucoup plus complexe. On a eu des ancêtres qui avaient des fourmis dans les jambes et qui n'ont eu de cesse de quitter le continent africain, et parfois même d'y revenir. Pour conclure, vous avez tous vu ces images-là, hein, qui ont été détournées, parodiées dans tous les sens. Elles vous montrent bien... Il y a des bonnes raisons, hein, d'être parodiées, puisque vous avez vu que cette évolution linéaire n'est pas du tout d'actualité, que tout ce qui est l'idée qu'elle transmet, à part le concept d'évolution, tout est faux d'un point de vue scientifique. Et puis d'autre part, elle transmet aussi une notion de progrès, hein, sur laquelle j'insiste, et il est vrai que cette notion-là aussi, même quand on parle de notre propre espèce, elle est vraiment à nuancer. D'un point de vue évolutif, on a eu des ancêtres qui avaient la possibilité d'être bipèdes et de se déplacer dans les arbres, qui avaient des capacités que l'on a perdues aujourd'hui, d'avoir le gros orteil qui était opposable par rapport aux autres doigts, c'est aussi une capacité qu'on a perdue, c'est dommage, on pourrait faire plein de choses avec ça. Et ça veut dire que pour les débats
qui vont au-delà de la science avec les élèves, il est important de montrer que l'évolution de l'homme n'est pas aussi une évolution du progrès et de rester sur les données scientifiques et évolutives. L'homme de Flores nous montre qu'il est atteint de nanisme insulaire comme les éléphants, comme les varans, comme les rongeurs qui l'accompagnent. C'est une espèce comme une autre. Pourtant, elle a beau être récente, elle n'est pas supérieure en quoi que ce soit. Et ce n'est pas une espèce probablement archaïque. C'est un cousin proche à nous.